plaisir à rencontrer Sylvie et j'ai vraiment envie de pouvoir vous la présenter. Donc Sylvie Ouellet, bonjour Sylvie. Bonjour Sorine, merci de cette invitation-là. C'est vraiment un pur bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Alors, si j'ai eu envie de t'inviter Sylvie, c'est parce que c'est par l'intermédiaire de Jean-Claude Carton que je t'ai rencontré virtuellement, en fait, à l'occasion de la sortie de son livre, où j'ai pu te contacter pour que tu puisses lui faire un petit mot lors de cette émission pour la sortie de son livre Oser l'impossible et le réaliser. Et dès le départ, on a eu un échange très fluide, très sympa. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Et j'avais été très touchée par cette demande-là. Et moi, j'ai été très touchée que tu puisses y répondre favorablement. Et le message avait bien touché Jean-Claude aussi. Donc, pour moi, la perception que j'ai de toi, c'est que, bon, je te trouve très sympathique, mais la perception aussi que Jean-Claude m'a transmise, c'est que c'est vraiment une chouette personne à rencontrer, Sylvie. Donc, déjà virtuellement, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais faisons quelques petits mots déjà, Sylvie, pour dire comment est-ce que tu te présenterais en quelques mots, dire ce que tu fais. Oui. Alors, depuis quelques années, je donne des conférences, des ateliers et des consultations sur les passages de la naissance et de la mort. Donc, je me suis spécialisée vraiment dans la compréhension de ces grands passages de vie-là parce qu'il y a maintenant 16 ou 17 ans, je ne sais plus, j'ai commencé à vivre des communications avec les défunts. Et à l'époque, ça m'interpellait beaucoup parce que j'étais dans ma rationalité, je suis notaire de formation et je ne comprenais pas pourquoi les défunts s'adressaient à moi. Donc, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui avait bien pu se passer en moi pour qu'on puisse ainsi me contacter. Mais finalement, c'est comme si, j'oserais dire, je me suis prise au jeu parce que l'intérêt est devenu une passion et est devenu une profession. Est devenu une profession, donc oui. À 100%. Oui. Alors, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais je suis bien curieuse de savoir comment tu as fait cette transition de profession qui sont avec un grand écart quelque part, si on peut dire. Enfin, quoique, on verra tout à l'heure. Et puis pour dire aussi que Jean-Claude avait prévu que nous fassions une émission ensemble à la Web TV Étoile du Cœur au mois d'avril, il me semble. Hein. C'était prévu ou mars d'ailleurs. Non, c'était le 25 mars. 26 mars. Oui, c'est vrai. Et bien, et donc, eh ben, écoute, c'est comme si quelque part on répondait à cette invitation aujourd'hui. Je trouve ça très, très beau. Et puis pour parler quelques mots sur Jean-Claude, je serais très curieuse de savoir comment tu l'as rencontré. Oui, en fait, j'ai eu le privilège au Québec de travailler avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et en échangeant avec Jean-Jacques, il m'a parlé de Jean-Claude. Puis, Jean-Jacques est revenu ici en France et une journée, sachant que j'allais venir éventuellement en France, il m'est venu l'intuition d'écrire à Jean-Jacques pour lui dire « Écoute, tu m'as parlé de ton ami Jean-Claude, est-ce que tu crois que ce serait une personne que je pourrais rencontrer quand j'irai à Paris éventuellement ?» Et Jean-Jacques m'a tout de suite répondu en disant « Oui, c'est clair, tu dois rencontrer Jean-Claude. » Et il a immédiatement envoyé un SMS à Jean-Claude. Donc, j'ai même pas eu le temps de contacter Jean-Claude, que déjà Jean-Claude était au courant que j'allais lui écrire. Et Jean-Claude a été hyper accueillant. Il m'a répondu, mais vraiment très rapidement. Et il me dit qu'il estimait énormément Jean-Jacques. Donc, si j'étais référée par lui, il était intéressé de me rencontrer. Il m'a téléphoné, on a longuement parlé. Je crois plus d'1 heure et ça a été un contact tout de suite, un peu comme avec toi, qui est d'une grande fluidité, très facile, on a rigolé et il m'a invité à son émission, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors la première fois c'était à l'émission Web TV ou c'était... Oui, c'était à l'émission, à la Web TV.
Et bon, ça faisait peut-être quelques mois que la télé était en fonction, je dirais 6 mois peut-être, D'accord. lors de mon premier passage. Mais toi, tu l'as rencontré comment? Alors j'aime bien que tu me poses la question parce que c'est vrai que je vais te répondre, mais juste pour faire une petite digression. Jean-Claude avait envie on était parti sur une idée d'émission où on s'interviewait mutuellement. Oui. Et pourquoi pas aller dans cette dynamique qui peut être sympa. Alors Jean-Claude, je l'ai rencontré parce que j'avais repris des études et je passais de longues nuits blanches à travailler. Et du coup, la radio m'accompagnait. Donc il était sur Radio Ici et Maintenant. Et à ce moment-là, j'ai téléphoné, je faisais des énigmes. Et j'ai téléphoné pour donner une réponse à une énigme. Et puis, en fait, je l'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé tout de suite la réponse. Donc j'ai appelé, mais j'ai culpabilisé un petit peu en même temps, en disant oui, mais il y a des auditeurs qui cherchent, je ne voudrais pas. Bon, bref, j'ai expliqué que j'avais trouvé la réponse par Internet. Et ça a déclenché quelque chose d'assez extraordinaire. Déjà, Jean-Claude était très étonné que je lui dise quelque part que j'avais l'impression de tricher. Donc, et puis il y a des auditeurs qui ont appelé en disant mais c'est extra, elle ne triche pas finalement. Enfin voilà. Ouais. Donc ils ont trouvé tellement mon intervention sympa. Et si on répondait à 2 ou 3 énigmes, on gagnait un livre. Donc je continue à travailler, puis les gens téléphonaient et disaient mais il faut qu'elle rappelle, il faut qu'elle gagne son livre. Alors c'était une émulation pas possible, c'était incroyable. Donc j'ai fini par rappeler et puis avoir d'autres énigmes et gagner un livre. Et ensuite j'ai rencontré pour la première fois Jean-Claude à la librairie de l'Inconnu ou de l'Essentiel, je ne me rappelle plus du nom de la librairie, où il faisait sa première émission en direct depuis la librairie. Donc c'était un peu drôle parce que ça ne marchait pas encore vraiment, il y avait du monde, et puis de le rencontrer comme ça en vrai. Et sachant qu'avant, on avait passé donc une bonne partie, peut-être 2 heures au téléphone à se parler de nos vies. Donc juste après l'émission, il avait téléphoné et on était resté vraiment du temps au téléphone à raconter nos vies en fait. Et voilà, donc ça a matché très, 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 très facilement et très vite entre nous. Et je suis allée l'accompagner à des émissions à la radio. Donc pour l'aider la nuit, je répondais au téléphone. Voilà, c'était assez sympa. Donc ça fait plusieurs années que tu le connaissais. Depuis 2002 ou 2004, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est une dizaine d'années, c'est ça. Ouais. J'avais l'impression que c'était plus récent, ça. Alors c'est plus récent qu'on travaille ensemble, puisque je ne lui ai pas dit tout de suite que j'étais médium, puisque même je ne voulais pas me le dire à moi-même, donc forcément je ne voulais pas lui dire à lui. Et ça s'est passé un peu plus tard. Non, on se connaît depuis longtemps, mais je ne peux pas dire qu'on se voyait tous les jours non plus. Hein. On se côtoyait un peu de loin parfois aussi. Voilà, donc je trouve que c'est un bien beau lien à faire. Et puis sache que là, aujourd'hui, c'est la première fois que je recommence à faire une interview avec quelqu'un. Donc je trouve que ça fait finalement un beau passage en fait. Hein. Donc c'est intéressant. Alors tout à l'heure, tu nous disais que tu étais notaire. Est-ce que je pourrais dire que c'est une profession très structurée? Oui. Oui, tout à fait. C'est certain que côté rationnel, on trouve pas mieux. Donc on a vraiment, en tant que notaire, à prendre des informations qui sont souvent en lien avec des activités, que ce soit personnelles ou professionnelles, et à les ramener dans un contexte écrit et juridique, donc qui respecte les lois, les règles en vigueur. Alors, on est vraiment dans un cadre très structuré et avec des modèles aussi déjà établis. Les contrats ou les actes notariés sont déjà des actes qui ont une certaine forme. Donc, on parle vraiment d'un cadre professionnel déjà très établi, duquel il est un peu difficile d'innover ou de créer. On est loin de la créativité, là. Et justement, quelle a été ta motivation à devenir notaire?
Ah, c'est une excellente question, ça. Rarement on me la pose. Je vais devoir y réfléchir. Non, en fait, j'oserais dire, mon souhait le plus profond était de devenir comédienne. Mais ma mère provenait d'une famille d'artistes, de musiciens, entre autres. Et elle m'a toujours dit de ne pas aller dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui était difficile, exigeant, très peu rémunérant. Donc, elle me disait, Sylvie, avec le potentiel que tu as au niveau académique, va te chercher une formation solide. Ensuite, tu pourras devenir comédienne et ce sera plus facile. Donc, j'ai cherché et je trouvais pas réellement de... J'hésitais beaucoup entre la psychologie et on m'a dit, tu sais, tu pourrais devenir avocate. Quand on plaide et tout, c'est pas très loin de la comédie. Et bon, on m'avait... intéressant. Ouais, on m'avait filé le truc et j'ai fait, ah oui, bon, à l'époque, on est jeune, on connaît pas trop. On regarde les films, on voit les avocats plaider leur cause et on se dit, oui, c'est vrai, il y a un certain côté théâtral dans tout ça. Donc, je me suis donc inscrite à l'université en droit. Ça a été le choix final. Mais à peine quelques semaines assise sur les bancs d'école, j'ai vite réalisé que ça n'avait rien de la comédie ou de ce que je souhaitais faire. J'ai quand même fait tout le baccalauréat jusqu'à la fin et choisi d'aller davantage du côté du notariat plutôt que de devenir avocate. Ça me semblait plus en lien avec moi que la plaidoirie. Pour moi, la plaidoirie représentait la querelle. Oui. Et moi, je suis une femme de liaison. Je suis une femme d'harmonie, c'est-à-dire de prendre des conflits et d'en arriver à une solution plutôt que de nourrir la division. Alors, l'aspect du travail d'avocat ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai choisi cette profession-là, je dirais un peu par hasard, parce que je crois pas que... non seulement je crois pas, mais c'est pas quelque chose qui était, dont je rêvais depuis la tendre enfance. Et justement, est-ce que tu aurais pu dire, là tu parlais de ta mère, mais qu'il y avait... que c'était important dans ta famille d'avoir une profession académique qui puisse apporter quelque chose de supplémentaire? En fait, je ne crois pas que ce soit nécessairement la profession qui était importante pour mes parents, mais bien davantage d'avoir un outil professionnel qui puisse me permettre de gagner ma vie. Probablement aussi que derrière tout ça, ma mère qui n'a jamais pu aller à l'université alors qu'elle était très très brillante. Mais à l'époque, les femmes n'allaient pas à l'université. C'était, dans sa famille, c'était davantage le budget scolaire, si on veut, était davantage dédié aux hommes pour aller à l'école et les femmes restaient à la maison. Donc, elle n'a pas pu aller au bout de ce rêve-là. Elle aurait eu pourtant la capacité et probablement que derrière ses propos, il y avait aussi « mais vas-y toi, parce que tu as le privilège d'y aller et que c'est accessible pour toi ». J'ai aucun regret d'avoir passé par l'université, par cette formation-là, parce que elle me sert encore aujourd'hui, malgré le fait que c'est très, très éloigné comme travail, mais la structure, la rigueur intellectuelle que je suis allée chercher dans cette formation-là me sert encore aujourd'hui. Alors, pour préparer cette émission, j'ai écouté une émission que tu as faite avec Jean-Claude, je crois en octobre 2013. Et dans cette émission, c'est pour ça que je t'ai posé aussi cette question, tu dis que tu parlais de ton grand-père et tu dis qu'il avait commencé à se regarder d'une manière, enfin, ou à te regarder même, je crois que tu disais, vraiment, à partir du moment où tu es devenue notaire. Oui. Pour mon grand-père, oui, effectivement, lui, mon grand-père, c'était très, très important ce que les autres
pensait. Mhm. Donc, quand je suis devenue notaire, effectivement, pour lui, le fait d'avoir un notaire dans la famille, il avait encore cette mentalité-là d'avoir un professionnel, un notaire. C'était quelque chose de très, très important et de très prisé dans sa vision. Alors que moi, quand je suis devenue notaire, la fonction de notaire au niveau social dans le Québec n'avait plus du tout cette place-là. Quand mon grand-père, probablement, était plus jeune, au niveau professionnel, dans la société, il y avait les curés qui prenaient énormément de place, il y avait les médecins, et ensuite venait le notaire du coin. Donc, avoir un notaire dans la famille, c'était un statut social très, très valorisé, mais quand je suis devenue notaire, la fonction était beaucoup moins honorable qu'elle a pu l'être. Alors, ça me faisait bien sourire que pour mon grand-père, c'était la fin du monde, alors que pour moi, c'était un travail comme bien d'autres. Et donc, tu es restée notaire pendant longtemps? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans? Oui, j'ai pratiqué 5 ans. Mais en fait, j'ai gardé mon titre de notaire 10 ans. J'ai pratiqué pendant 5 ans et ensuite, je suis allée au niveau de la formation. Donc, j'ai enseigné soit dans des collèges ou dans des formations privées. J'ai enseigné des cours de droit. D'accord. Et comment est-ce que tu en es venue finalement? Alors, notaire pendant 5 ans, ensuite l'enseignement, la formation, quelque part on pourrait dire que ça t'a amené aussi aux conférences, le fait de parler devant du monde, et puis à la carrière que tu as aujourd'hui. On a peine à imaginer comment la transition a pu se faire parce que ce sont deux fonctions complètement à l'opposé, une très très rationnelle, très encadrée et l'autre beaucoup plus éthérée et j'oserais dire ésotérique. Mais le passage s'est fait de façon graduelle. C'est quand même établi, j'ai pas quitté le notariat pour du jour au lendemain aller offrir des conférences et des formations. J'ai quand même mis plusieurs années de formation, de lecture, avant de donner la première conférence sur les passages de la naissance ou de la mort. Donc, entre la fin de ma pratique au niveau notarial et le début de conférences et mes débuts de conférencière ou de formatrice, je dirais qu'il a dû s'écouler près d'une dizaine d'années. Donc, entre deux, alors pour reprendre, donc tu donnes des formations dans le domaine notarial. Oui. Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà reçu des connexions avec les défunts? Non. J'ai commencé, je dis non, oui. Dans les derniers moments où je donne de la formation, j'ai commencé à recevoir des communications avec les défunts. J'ai donc commencé aussi à cette époque-là, parallèlement, la quête de compréhension. Parce qu'au départ, je vivais ces communications-là de façon très intime. J'en ai parlé à personne et j'avais extrêmement peur d'en parler parce qu'on me connaissait comme une personne rationnelle. Et je me disais, bon, mais de un, moi j'avais l'impression aussi d'être cinglée. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Alors, les premières démarches que j'ai faites ont été pour me rassurer, pour essayer de comprendre ce qui était en train de m'arriver. Alors, tu dis les premières démarches, qu'est-ce que ça a été? En fait, j'ai voulu comprendre ce qui était en train de m'arriver. Alors, je suis allée en librairie, à la bibliothèque, chercher des livres. Je revenais chez moi avec des tonnes de livres. Je lisais. J'ai fait aussi quelques formations sans trop savoir. Je me laissais inconsciemment, je dirais, guider ou attirer par
des trucs qui me tombaient sous la main, qui me permettaient de comprendre ce qui est en train de m'arriver. Bon, par exemple, je me suis inscrite à une formation de yoga. Vous allez me dire quel est le rapport entre le yoga et la communication. Mais ça m'a permis de comprendre comment mon corps fonctionnait. Parce que jusque-là, je n'avais jamais été à l'écoute de mon corps. Et la méditation me faisait entrer en contact avec le corps physique sans que j'en ai réellement conscience. Oui. Mais grâce au yoga, j'ai compris ce qui se passait dans les méditations et là, ça m'a permis davantage d'entrer en profondeur dans l'état méditatif parce que je comprenais la mécanique grâce au yoga. D'accord. Donc, et c'est un tas de circonstances ou de situations comme ça qui sont arrivées sur mon parcours qui m'ont amené à trouver des réponses. Mais alors, ok, des formations, oui. Tu en donnes, tu en reçois, soit. Mais comment est-ce que tu es passée finalement en faire ta profession à temps complet? Oui. Après 3 ou 4 ans où je recevais des communications, je vivais ça en intimité, mais j'ai quand même développé autour de moi un réseau d'amis qui comprenaient ce type de phénomène-là, dont plusieurs médiums. Et une amie, entre autres, me disait « Sylvie, je reçois que tu dois écrire un livre sur ce que tu vis. » Et moi, je lui disais « Bon, j'écrirai pas, j'ai quelques histoires, il n'y a pas de quoi faire un livre. Non. » Et je remettais toujours en question cette idée-là. Et pendant au moins 1 an et demi, cette amie-là, à toutes les fois qu'elle me voyait, elle me disait « Sylvie, tu dois écrire, je reçois que tu dois écrire. » Et je remettais ça en question. Jusqu'au moment où les contrats de travail que j'avais en tant que formatrice en droit diminuaient toujours. Donc, l'espace pour écrire était là, mais je ne l'utilisais pas. Et mon fiston, mon dernier enfant, qui entre à la maternelle. Donc, je me retrouve avec vraiment un espace, mais pour du temps libre. J'ai rien à faire. Et là, je me dis, bon, mais tant qu'à rien faire, je vais écrire. L'idée avait eu le temps de germer. Donc, j'ai écrit mon premier livre. Et pour moi, je l'ai écrit vraiment dans un état, je dirais, de naïveté pure, la naïveté d'enfant. C'est-à-dire que on m'avait dit que je devais écrire un livre. J'écris un livre, mais je n'avais même pas l'idée d'être publiée. D'accord. Moi, tout ce que je faisais, c'était de répondre à la demande. On me demande d'écrire, j'écris, voilà. Alors, tu devances ma question. Comment on passe de l'écriture d'un livre à la publication d'un livre, dans ce cas? Donc, j'ai écrit le livre en me disant, bon, quand j'aurai terminé, je verrai ce que je ferai avec. Mais pour l'instant, je me concentre sur l'écriture. Entre-temps, je vis une expérience qui me propulse dans un réseau auquel je n'aurais pu imaginer. Je raconte l'expérience rapidement. Je suis au garage pour faire un changement de pneus. Chez nous, on doit à chaque saison changer les pneus à cause du climat, évidemment. Donc, je crois que je ne sais plus si c'est au printemps ou à l'automne, mais je suis au garage et j'attends pour qu'on change mes pneus. Je lis le journal, je vois une petite annonce comme quoi un nouveau magazine vient de naître et le porte-parole de ce magazine-là est une comédienne que je connais, une comédienne très connue au Québec. Elle est très connue, entre autres, parce qu'elle a fait des émissions pour enfants, que mes enfants, à ce moment-là, écoutent. D'accord. Donc, je suis attirée de voir qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Et je ne retiens ni le nom du magazine, je retiens seulement que c'est elle qui est le porte-parole. Mais au moment où je lis cette petite publicité-là,
En dedans de moi, je ressens et j'entends très fort, tu dois écrire dans ce magazine-là. D'accord. Moi, je me dis, ben oui, mais écrire quoi? Je sais pas. Et je suis habitée par cette idée d'écrire pendant des jours. J'en parle à mon conjoint de l'époque et il me dit, bien, contacte-les. Je dis, écoute, je sais ni le nom du magazine et je sais pas quoi leur dire. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais écrire dans ce magazine-là parce que je le connais pas. Mais la pulsion est tellement forte que je finis par faire une recherche sur Internet avec le nom du porte-parole. Je retrouve la publicité, trouve le nom, trouve la rédactrice en chef. Je l'appelle. Elle est comme par hasard. Elle habite la même ville que j'habite. Alors, je la contacte. Elle me répond sur le champ. Je lui explique tout ce que je viens de vous dire et lui dis, ben, j'ai envie d'écrire dans votre magazine. Et elle me dit, ah oui, quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez écrire? Oui, bonne question, qu'est-ce que tu aimes? Et je dis, ben, je sais pas. Et ça paraît un peu drôle comme situation. Je la contacte pour écrire, mais je sais pas quoi écrire. Et je lui raconte un peu mon histoire. Je lui dis, bon, j'avais pensé peut-être écrire une chronique sur les enfants. Et elle me dit, mais j'ai déjà quelqu'un pour une chronique sur les enfants. Alors, je lui dis, bon, ben moi, j'étais notaire de formation et tout. Elle me dit, ah, mais c'est justement ça, je cherche quelqu'un pour une chronique juridique. Et moi, je fais, ah non, pas une... Oui, là, c'est comme un pas vers pas de l'arrière. C'est ça, pas encore, on me ramène encore vers le droit. Mais ça, ce n'était qu'un prétexte, finalement, pour qu'on se rencontre. Parce que le fait de contacter cette dame-là, finalement, j'ai écrit dans le magazine, on a trouvé un angle intéressant et très motivant pour moi. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer de nombreuses personnes qui n'auraient jamais pu être sur ma route autrement. Donc, et les personnes que tu as rencontrées ont mis, comment dire, une aide ou un point qui t'a permis de lancer ta carrière? Voilà. Donc, de fil en aiguille, ces personnes-là, elles travaillaient dans le milieu. Donc, quand elles venaient à Québec, moi, je les aidais à organiser leurs activités conférences. Alors, j'ai vu comment ils travaillaient. J'ai pu observer aussi, l'impact d'un livre, l'impact d'écrire, par exemple, dans un magazine. J'ai appris comme à l'envers du décor. D'accord. Et finalement, ça m'a amené à écrire un premier livre. Et ce premier livre-là, j'ai sollicité certaines personnes que j'avais rencontrées et avec qui j'avais travaillé aussi à l'organisation. Donc déjà, en partant, le premier livre me propulsait vers l'avant. C'est à ce moment-là que ce premier livre a été publié? Oui, le premier livre a été publié en 2004 et était donc dans un contexte où je n'avais pas de travail, je ne travaillais plus dans le domaine juridique à ce moment-là, les contrats étaient terminés, mais j'avais rien d'autre. Et quand j'ai présenté le livre à l'éditeur, parce que ce que je dois dire, c'est que à travers le magazine, j'ai rencontré l'éditeur qui a publié mon premier livre. On a travaillé ensemble sur un comité pour aider le magazine. Et je lui ai soumis mon manuscrit en lui disant, écoute, si ça peut t'intéresser, j'ai un livre que je viens de terminer. Et quelques temps après, à ma grande surprise, il m'a téléphoné, mais pour m'offrir un travail. Dans sa maison d'édition? Dans sa maison d'édition. Donc, j'étais vraiment surprise, mais finalement, j'ai travaillé 6 ans à cette maison d'édition-là. Le premier livre a été publié entre-temps. J'ai écrit un deuxième, un troisième livre, toujours en travaillant à la maison d'édition. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait à temps partiel des conférences, des ateliers et l'autre partie de mon temps, le travail à la maison d'édition. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à la maison? J'étais éditrice adjointe, donc mon travail était très varié.
Je pouvais lire les manuscrits, donner mon opinion, réécrire parfois certains manuscrits qui avaient besoin d'être remaniés dans la structure, dans les idées. J'ai fait aussi, la majorité de mon travail était de m'occuper de la promotion des livres, donc la relation avec les livres et les auteurs dans les salons du livre, avec les publicitaires, avec les médias. Alors, est-ce qu'on pourrait dire justement que la vie était en train de te préparer à ce qui allait se passer pour toi vers le futur? Ah, mais tout à fait, parce que tout ça était très formateur, m'a appris l'envers du décor, comme je le disais, mais m'a donné aussi des outils extraordinaires parce qu'en comprenant l'envers du décor, maintenant, je sais comment fonctionnent les choses, je sais quoi faire, quoi pas faire. Donc, ça a été une école mais absolument formidable, mais jamais j'aurais pu imaginer un parcours comme celui-là, ou à tout le moins faire un choix qui m'alignait dans cette direction-là. Quand je donnais des formations de notaire et que, bon, j'avais un peu envie de changer de travail, jamais j'aurais pensé d'aller travailler dans une maison d'édition. Oui, d'ailleurs, la maison d'édition, elle est venue à toi. Elle est venue à moi. J'ai pas cherché ça, mais en même temps, ça a été une école extraordinaire. Le magazine est venu à moi aussi d'une certaine façon. Ça a été une école extraordinaire. J'écris toujours pour le magazine Vivre. Et ça me permet d'avoir, c'est ça, de faire des rencontres et au fur et à mesure que j'avance, aussi de faire avancer le travail que je fais dans les conférences, les ateliers. Alors, le magazine dans lequel tu écris, maintenant, c'est plus une chronique notariale. Tu écris quoi? En fait, j'ai jamais écrit finalement une chronique notariale, même si la première rencontre était pour discuter de ça. Quand j'ai été en présence de Lucie, l'éditrice, il m'est venu spontanément de lui proposer de faire une chronique pour faire le lien entre les lois de la vie et les lois terrestres. D'accord. Et elle a tout de suite été enchantée par l'idée parce qu'elle ne voulait pas une chronique juridique comme on retrouve dans tous les magazines, mais elle voulait justement quelque chose qui était innovateur, mais qui nous ramène à l'essence même de la vie. Alors j'ai toujours écrit dans le magazine, mais sous cet angle-là, de parler, de faire des parallèles entre les lois de la vie, qu'est-ce qu'au fond, la vie nous demande de comprendre, d'apprendre, d'instaurer dans notre quotidien. Et là, c'est ce que tu continues toujours dans ce sens-là? Oui, je continue toujours dans ce sens-là quand j'écris pour la chronique. J'écris de moins en moins souvent parce que j'ai moins le temps. Mais aussi, ce que j'ai développé avec le magazine, c'est de faire des interviews. Oui. Donc, et ça, j'aime beaucoup. À l'occasion, quand le sujet se présente, quand la possibilité se présente, j'aime bien donner un petit coup de pouce à Lucie et de préparer une interview. Ça me permet de poser des questions à des gens que j'aime beaucoup. Oui. Et d'aller chercher, de satisfaire, finalement c'est très égoïste les entrevues que je fais, de satisfaire ma propre curiosité en étant en lien avec ces personnes-là. Alors je voudrais juste revenir un petit peu par rapport à ta vie. Tu disais que tu avais reçu comme une information de là, des guides, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Tu en as parlé à ton compagnon de l'époque qui t'a dit, ben oui, contacte-les. Alors ça m'a interpellée, c'est-à-dire, tu lui dis, tiens, j'ai reçu un message, pas sur mon répondeur, mais sur mon répondeur spirituel. Oui. Et puis on me dit de contacter. Lui, il répond, ben contacte. C'est-à-dire, il avait une ouverture à la spiritualité En fait, de façon toute naturelle, je pense que oui, même s'il était aussi dans sa rationalité à l'époque. Et on a dû apprendre à vivre de part et d'autre avec ces changements-là parce que, évidemment, dans le travail de notariat, les événements qui arrivent ou qui se placent sont toujours cadrés.
Mais à partir du moment où j'ai commencé à vivre des expériences de communication avec les défunts, la vie me projetait dans un univers totalement intangible et parfois ces élans-là que je ressentais d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire tel truc ou pas, c'était pas toujours très rationnel. Oui. Il y avait des choses qui étaient, mais parfois très exigeants, autant pour moi que pour mon ex-mari, de dire ben oui, vas-y ou continue. Mais par contre, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était ensemble, il me connaissait et il avait cette confiance en moi qui permettait de dire parfois, ben, je comprends pas, je suis pas nécessairement d'accord, mais ça a l'air tellement important ou tellement urgent d'agir ou d'aller dans cette direction-là, mais vas-y. Parfois, il fallait négocier. D'accord. C'était pas toujours aussi spontané. Mais je dirais d'emblée, il n'a jamais été limitant ou limitatif, restrictif. Il me donnait une certaine latitude pour vivre et installer ces informations-là que je recevais. Alors, tu recevais des informations, mais a priori, donc, tu as développé un réseau, rencontré des médiums, comme tu le disais, mais au départ, tu n'osais pas en parler. Et puis, comment est-ce que tu sais finalement que c'était des défunts avec qui tu communiquais? Comment ça s'est passé pour toi quand ça s'est produit? C'est une excellente question. Comment tu sais que c'est un défunt? Ben écoute, j'oserais dire, je sais pas. Je sais pas comment je savais, mais je sais que je savais. La meilleure explication que j'ai pu trouver pour qu'on puisse arriver à comprendre ça, c'est exactement la même chose comme quand on a un coup de foudre. Oui. Comment on sait que c'est un coup de foudre? Même la première fois qu'on en vit un. Il n'y a pas rien, il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas une façon de vivre un coup de foudre qui nous indique « Ah oui, ça, c'est un coup de foudre. » On le sait. Oui, j'aime bien dire, on veut des évidences. Oui, mais c'est ça, on le sait que c'est un coup de foudre. Alors, c'est la même chose au moment où j'étais en communication avec le défunt. J'étais dans cette certitude absolue-là que c'était ce défunt qui venait me parler. Maintenant, après la communication, j'avais des espaces de doute et de questionnement, de me dire est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que? J'avais mille et une questions à l'époque auxquelles je n'avais pas de réponse. Oui, parce que quelque part, c'est intéressant la manière dont tu l'as perçu. Il y a à la fois l'évidence et en même temps, je ne sais pas dans quel domaine j'évolue. Est-ce que tu avais un entourage Est-ce que la médiumnité ça t'intéressait J'étais vraiment dans un univers, mais totalement éloigné de ce contexte-là. Par contre, j'ai vraiment eu le privilège que des bonnes personnes se placent au bon moment sur ma route. Même si essentiellement j'ai vécu les premières années de communication relativement seule, je me suis tournée vers des lectures ou des formations pour essayer de comprendre ce qui est en train de m'arriver. Mais à travers les formations, je rencontrais des gens qui venaient solidifier certaines informations que j'avais reçues et que j'étais convaincue que c'était vrai. Quand j'étais dans l'espace du cœur, je savais que c'était ça. Mais inévitablement, ma partie rationnelle disait, bon là, Sylvie, où est-ce que tu es allée pêcher ce truc-là? T'as jamais vu, t'as jamais trouvé ça, ça se peut pas. Est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? C'est surprenant dans un environnement où plutôt très cadré, enfin, je ne sais pas si tu étais dans un environnement cadré, mais en tout cas, la profession qui est quand même cadrée, d'un coup, une communication avec des défunts. J'ai jamais eu peur de ces phénomènes-là et j'arrive pas à expliquer pourquoi, parce que c'est pas quelque chose
que j'ai vécu quand j'étais petite Oui. et qui s'est perdu et retrouvé. Donc, pour moi, la seule explication, c'est que chacune des communications que j'ai vécues au départ, dans les premières années, mais se vivait dans un état de grâce, dans un état d'amour, dans une vibration, mais tellement grande, tellement plus grande que moi, qu'une fois qu'elle était terminée, même si j'avais mille et une questions, je me disais, s'il y a une chose que je ne peux pas remettre en question, c'est ce que j'ai ressenti durant l'expérience. Et ça, même si je ne peux pas l'expliquer, pour moi, c'était ma source de vérité. Je me disais, je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai pas pu l'inventer non plus. D'accord. J'ai beau essayer de m'imaginer le plus beau roman d'amour dans ma tête, je ne peux pas arriver à créer ce sentiment-là que j'éprouvais quand j'étais en contact avec les défunts. Je me disais, mon imagination ne sera jamais assez forte pour arriver à créer ce qui est en train de se vivre à ce moment-là. Donc ça, j'ai jamais remis ça en question et j'ai toujours dit, ça c'est ma vérité. Ce qui s'est passé là, ce ressenti, cet état de grâce-là, c'est comme si s'il y a une partie de moi qui savait que c'est ce qu'on est au fond. Oui. Et donc les défunts entraient en communication avec toi, mais est-ce qu'ils avaient une attention particulière? Comment ça se passait? C'était quoi ces communications-là en fait? À chaque fois, c'était différent parce que le besoin du défunt était différent. Parfois, on me demandait de transmettre un message à des proches. Parfois, on me demandait simplement d'écouter, de les écouter. Parfois, on me demandait de les aider dans la transition. Ils avaient peur de délaisser le plan terrestre, même s'ils avaient quitté leur corps. Ils étaient encore attachés à la matière, donc ils me demandaient de les accompagner, faire un petit bout de chemin avec eux. Donc, à chaque expérience, c'était différent. Mais je pense que c'était aussi pour me permettre de voir le fonctionnement, les besoins des défunts, me permettre de développer la vision d'un accompagnement des défunts. Comment on peut les aider. Donc, on m'a fait toucher à toutes sortes d'expériences pour que je puisse savoir, bon, ben voici, quand on accompagne un défunt, voici les besoins qui peuvent exister et qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Donc, ces expériences-là, aujourd'hui, tu dirais c'est des expériences qui continuent? Elles sont de moins en moins fréquentes avec les défunts. J'en ai encore et elles servent davantage de lien, de relais plutôt que de formation parce qu'au départ, j'allais chercher énormément d'informations dans chacune des expériences que je vivais. Oui. Aujourd'hui, l'information que je vais chercher est davantage avec ma guidance. Donc, quand j'ai des communications avec les défunts, c'est vraiment davantage du point de vue d'accompagnement. Donc, le défunt vient me chercher parce qu'il a un besoin spécifique, je l'aide et après, le rôle est terminé. Alors, je suis assez admirative et puis impressionnée par plusieurs choses en toi. Cette simplicité déjà avec laquelle tu peux raconter les faits. Et puis, tu dis, un défunt me demandait d'aller dire quelque chose à ses proches. Qu'est-ce que tu faisais dans ce cas-là? Et moi, j'ai toujours été très sensible au fait que le proche, peut-être il n'avait pas envie d'entendre. Donc, j'ai toujours demandé au défunt, parfait, tu souhaites que j'intervienne auprès de tes proches, alors aide-moi à mettre les choses en place pour que la communication puisse s'établir avec eux, parce que moi, je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne vais pas aller vers eux si il n'y a pas un mouvement où je sens qu'on veut venir à moi.
c'est tellement intime et personnel, ces gens-là, ils sont fragiles parce qu'ils viennent de perdre un être cher, donc je ne voyais pas comment je pouvais les appeler et dire oui, l'au-delà veut vous parler. Bon, je trouvais ça un peu troublant, sans même savoir s'ils étaient ouverts et réceptifs à ce message-là. Et à chaque fois, mais il y a eu des circonstances, mais totalement magiques. La personne a été placée sur ma route sans même que je lève le petit doigt. Oui. Et à ce moment-là, le message coulait de source. La personne était dans l'accueil parce que le mouvement provenait d'elle. D'accord. Et des personnes que tu connaissais Que je connaissais ou que je ne connaissais pas. D'accord. Ça m'est arrivé d'avoir des gens que je ne connaissais pas. Le message arrive et, oups, la personne à qui je dois remettre le message se manifeste ensuite sur ma route. C'est très fluide la manière dont tu l'exprimes et très simple. Ça me fait penser que quand justement j'ai recommencé plus tard à avoir des communications avec les défunts, j'étais vraiment d'accord pour rentrer en communication avec le défunt d'une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en cabinet et qui dit je voudrais contacter un défunt parce que j'ai la personne, il y a le défunt associé, c'est bien, tout le monde est d'accord, mais j'ai été très effrayée, pas effrayée, c'est pas peur, mais quand même mal à l'aise d'avoir un défunt qui vient me dire il faut que tu ailles dans telle rue à tel étage, il y a la personne à qui je veux parler. Voilà, donc je trouve que c'est assez simple la manière dont tu le dis. Je lui ai demandé de mettre en place. Ben, en fait, c'est parce que pour moi, je ne sais pas toi comment tu as vécu, comment tu vis et tu as vécu les communications, mais pour moi, j'ai toujours eu la certitude que communiquer avec un défunt, c'est exactement comme communiquer avec un être humain. La seule différence, c'est qu'il n'a plus de corps physique, mais pour le reste, c'est le même type de relation. Donc, je me disais, si c'était un être humain qui était devant moi et qui me demandait d'aller transmettre un message à ses proches, je lui dirais, oh là, un peu, moi, je n'irai pas cogner à la porte de tes proches, t'es là, garde, interviens, dis-leur que je vais arriver dans le décor, et parfait, je vais le faire, je vais t'aider, mais autrement, non, je ne le ferai pas. Donc, c'était d'une évidence pour moi de faire la même chose avec le défunt. D'accord. Et toi? Moi, c'est évident qu'une communication avec un défunt, c'est une communication avec une personne, quelque part. J'aime bien le mot, tu utilises la personnalité. Moi, j'utilise l'être incarné, enfin l'âme incarnée, quelque part. Donc, oui, personnalité, je trouve que c'est parfait comme mot. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais est-ce que dans la vie, j'irai dire la même chose que toi à la personne? Peut-être pas. Puisque moi, j'ai dit à ces défunts-là, écoutez, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Moi, je n'irai pas déranger les gens. La même chose, sauf que je n'ai pas pensé de leur dire, faites en sorte que ça se produise. J'ai dit, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Voilà. Et c'est bien, moi, je trouve ça bien parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont la capacité de communiquer avec les défunts et qui se sentent mais vraiment responsables de transmettre un message quand un défunt est vers eux. Même s'ils éprouvent un malaise, ils vont le faire quand même. Et pour moi, c'est important de respecter nos limites dans ce domaine-là parce que on arrive rapidement à s'épuiser et à se vider de notre énergie si on ne respecte pas, si on n'est pas aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on sent profondément. Donc, si ça ne vibre pas, moi, je ne le fais pas. Et je me suis toujours dit, bon, si le défunt ne m'aide pas, c'est parce que je n'ai pas à intervenir. Ce message-là, je ne le livrerai pas, tout simplement. Donc, pour moi, c'était une question aussi, comme toi, de respect, de dire, je ne vois pas comment je peux interférer dans la vie de ces gens-là. Oui, c'est important, comme tu le dis, de se respecter soi, de respecter l'autre personne incarnée qui est en deuil, et puis de respecter le défunt aussi dans sa demande, c'est-à-dire, moi je peux pas, mais peut-être tu vas trouver une autre solution. Alors toi, tu l'as dit de ce biais-là, moi j'ai dit, on va voir quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre sera peut-être plus à même que moi de répondre. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est important de ne pas laisser le défunt comme ça. Non. Et de ne pas l'écouter. Ne serait-ce que, comme tu disais,
recevoir l'écoute, ce besoin qu'il a de communiquer, pour moi, c'est vraiment énorme déjà. Oui. Et tu disais tout à l'heure quelque chose qui me questionne. Tu as dit, quand j'ai décidé de revenir à la communication avec les Alors, défunts... j'ai pas décidé. Moi, j'ai rien décidé. Mais tout m'a été imposé. En fait, c'est parce que tu avais déjà reçu des communications. Alors, la première fois que j'ai eu mes capacités médiumniques qui se sont ouvertes, j'avais 13 ans. Je descendais prendre mon petit déjeuner comme tous les matins. Et en descendant en bas des escaliers, j'ai vu un petit garçon sur un vélo. Il était avec un pardessus jaune, pas un pardessus, enfin bref, un manteau jaune, et qui passe à vélo en direction de ma cuisine. Moi, je descends, je vais dans la cuisine, je prends mon petit déjeuner. Puis là, il y avait vraiment du monde dans la pièce. Il y avait tout un tas de personnes. Je savais que c'était des défunts, par évidence. En fait, c'est pas par évidence quand même. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un être, qui a une... Physiquement, c'est comme un être incarné. Hein. Pour moi, je le vois de la même manière. Sauf que je ne peux pas le toucher. Voilà. Donc je sais qu'il est là, je le vois en 3D, mais je ne peux pas l'attraper. Donc, pour moi, c'est simple. C'est d'une simplicité de dire qu'il n'a pas de corps. Donc s'il n'a pas de corps, c'est logique, c'est un défunt. Enfin, jusque-là, ça coule de source. Et donc, oui, j'ai commencé à les voir, mais j'ai jamais vraiment... Pour moi, c'est comme si on m'avait donné la clé de dire maintenant, tu vas ouvrir tes capacités médiumniques, mais je n'ai pas du tout communiqué avec eux, du tout. Et je t'avoue que là, quand tu me poses la question, je me suis dit, mais pourquoi je ne me la suis pas déjà posée avant celle-là? Parce que, après, moi, j'ai fait beaucoup de voyance, en fait, mais je recevais des messages sur les gens, je captais leurs émotions, leurs problématiques, mais les défunts, je ne les captais plus, en fait, finalement. C'est comme si c'était, bon, maintenant, à partir de maintenant, tu vas voir la vie d'une manière différente. Voilà. Et plus tard, bien plus tard, je sais pas, 10-15 ans après, parce que quand j'ai des nouvelles capacités qui viennent, je le sais à peu près un an avant que ça vienne. Alors, c'est pas parce que ça fait un an, c'est parce que je râle et pendant un an, je dis non, je veux pas, non, je n'irai pas, non. Voilà, je résiste un an à peu près, et puis après je dis bon, d'accord, vous avez gagné. Voilà, bon, maintenant je lâche avant parce que je sais que de toute façon c'est le processus. Et donc, justement, j'ai senti que ma prochaine étape, c'était de communiquer avec des défunts. Et j'ai dit ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ok, mais avec quelqu'un, et je veux le défunt qui va avec. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. J'ai pas tellement d'autres défunts. Ça peut m'arriver quand je vais dans un lieu, si je m'ouvre. Mais si je suis fermée, non, je capte pas forcément. Donc, c'est venu bien plus tard, bien après que je sois en connexion avec les guides, Moi, c'était plus la connexion avec les guides. Mais tu fais pas ce travail-là depuis toujours, tu as fait autre chose comme travail. Tout à fait, j'ai fait plein de travail différents. J'étais commerciale, j'ai travaillé dans l'informatique, j'étais chef de projet d'un site intranet. Moi c'était l'informatique. Et puis je suis terrienne, je suis assez ancrée. Pour moi, c'est les choses... doit avoir une explication. Pourquoi pas, peut-être qu'on a la capacité de télépathie, peut-être qu'on a, voilà, tu vois, j'ai beaucoup cherché l'explication rationnelle à tout ça. J'ai lâché l'affaire, je t'avoue, maintenant. Mais pendant longtemps, il a fallu que je structure comme je pouvais le faire dans mon professionnel. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'un travail plus cadré à faire le travail que tu fais maintenant? Eh bien, en fait, depuis que j'ai 15 ans, je voulais devenir psychologue. Tu vois, c'est rigolo quand tu as parlé de psychologie tout à l'heure. Et ma vie m'a amenée à autre chose. C'est rigolo, hein. Ça fait des sacrés parallèles. En fait, je me suis inscrite à la fac et je suis pas très paperasse, donc je m'y suis pris un peu à l'envers. Et c'est quelqu'un qui m'a inscrit et qui m'a dit, vu la date à laquelle tu t'inscris, la seule fac disponible, psycho, c'est plus possible, tu peux t'inscrire en droit. Donc j'ai fait une année de droit. C'est pour ça, ça me fait rire. Et je me suis dit, pourquoi pas avocat, c'est un peu aider les gens qui sont en souffrance. Tu vois, j'ai été dedans. Et puis ça m'a pas du tout plu, j'ai pas vraiment travaillé, donc ça m'a pas plu. Et j'ai cherché un boulot d'été. Et je me suis dit après, je reprendrai mes études en psycho. Et le travail qu'on m'a proposé, c'était vraiment une opportunité professionnelle.
Donc j'ai reporté la reprise de mes études à l'année d'après. Après, on m'a reproposé une super opportunité encore professionnelle, ainsi de suite. J'ai repris mes études de psycho par correspondance, mais c'était trop lourd. Enfin bref, j'ai beaucoup ramé pour faire de la psycho. Et puis, je me suis dit, un jour, je deviendrai psychothérapeute. Pas forcément psychologue, puisque j'ai tellement ramé que je n'y suis pas arrivée. Et donc, j'ai repris mes études dans une école pour devenir psychosomatothérapeuute. Donc, à la fois, on s'occupe du verbal, mais aussi de tout ce qui est intellectuel, corporel, émotionnel, et puis avec le côté médium, le spirituel aussi. Et donc, j'ai arrêté mon travail, parce que je suis quelqu'un j'ai eu toujours assez de réussite au niveau professionnel. J'ai envie de quelque chose, ça se produit, je le fais, j'évolue. Et je me suis dit, maintenant, j'arrête mon travail, je m'installe en tant que psychothérapeute, et je vais avoir du monde. Voilà. Moi, je voulais pas être médium, pas du tout. Pas du tout. À 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est génial, tu connais ta profession, tu es médium, tu peux même t'installer maintenant. Elle me dit, moi j'ai plus de 40 ans, je l'ai découvert à plus de 40 ans, et quel bonheur pour toi de pouvoir avoir ta voix à 17 ans. Je lui ai dit, mais jamais je serai médium, jamais. Pour moi, c'était le domaine qui fait le domaine de la folie, le domaine qui fait peur, le domaine de l'étrange. Non, je ne voulais pas. Voilà. Et c'est la vie qui m'a amenée, qui m'a obligée. Voilà. Moi, je dis que j'ai cédé. Je n'ai pas choisi, j'ai cédé. Et j'en suis contente. Oui, bien sûr. Mais je suis un peu rebelle dans l'âme, peut-être. Et pour en terminer rapidement, en fait, pendant une année, je me suis installée en tant que psychothérapeute. J'ai fait toute la pub possible. J'ai été voir les médecins. Enfin, j'ai fait tout un ramdam pas possible. Et j'ai eu personne pendant un mois. J'ai 0 personnes qui sont venues. Donc je me suis dit, je vais peut-être devoir repartir dans l'informatique. Et c'est la découverte du jeu de la transformation. En faisant un jeu, donc mon intention c'était, je veux être psychothérapeute, pas autre chose. Et le jeu, lui, il m'a dit que j'étais ralentie par ma spiritualité, qu'il y avait quelque chose avec la spiritualité. Donc j'ai dit, à la fin, c'était, ok, je serai médium et psy. C'est-à-dire, pour avoir le droit d'être psy, il faut que je sois médium. Et c'est ce que j'ai commencé à dire à voix haute, 2 mois après, parce qu'il m'a fallu 2 mois de résistance encore. Et j'ai dit à voix haute, ok, vous avez gagné, je serai médium et psy. Et donc, quelques semaines après, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, et il fallait une bonne attente pour prendre rendez-vous avec moi. Ça s'est déclenché très fort d'un coup, et ça ne s'est pas arrêté. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivée à médium. Oui, comme quoi, quand on est aligné, les choses se placent. Oui. Et tu dis quelque chose, tiens, que quand tu vivais ces communications avec les défunts, c'est une telle évidence que forcément c'était vrai. Moi, quand je faisais des consultations, que ce soit voyance, communication avec les guides, je me disais, c'est le seul moment dans ma vie où je suis à ma place. Là, tout est évident. Je suis en connexion avec chaque objet, la nature, avec les gens. Je suis en connexion, c'est comme si j'étais branchée sur tout. Et je suis à ma place, et il pourrait m'arriver n'importe quoi, je le vivrais. Je pourrais être triste, je pourrais être heureuse, je le vivrais parce que je suis à ma place. Je ne sais pas si toi tu le ressens. Exact. Ça me fait exactement la même chose dans ce travail-là. Quand je suis en action, je me sens dans l'alignement, j'oublie le temps, j'oublie de manger, j'oublie... c'est vraiment une connexion avec ce qui est là. Et je me souviens, il y a 2 ans, je suis allée donner une conférence dans un endroit où juste quelques minutes avant la conférence, on a touché à la boîte électrique dans l'espoir de faire je ne sais plus quoi, et finalement l'électricité s'est arrêtée. Et on n'a pas eu d'électricité de la soirée. La salle n'a donc pas été chauffée. C'était un 31 octobre, où je parlais de la mort à la chandelle. Et écoutez, c'est quand même joli comme décorum. Oui. Mais il faisait très très froid dans la salle. Et j'étais
habillée avec seulement une petite, un petit chemisier de voile, donc rien de très chaud. Les gens avaient leur manteau tout le long de la conférence et grelottaient. Et j'ai donné la conférence sans jamais avoir froid. Mhm. Et ça, pour moi, c'est la preuve ultime que quand je suis là, je suis tellement en état de connexion que tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Une fois que la conférence a été terminée, j'ai réalisé que les gens avaient leur manteau, qu'il faisait froid dans la salle, et même quand je parlais, après, je me voyais, je parlais, et on voyait la fumée sortir donc, il faisait vraiment froid dans la salle. Et les gens sont venus me voir après la conférence et m'ont dit « Mais comment t'as fait? T'avais pas froid? » Ils sont venus me toucher pour voir. Ils avaient l'impression que j'allais casser sur place. Et j'étais chaude. J'ai dit « Non, j'ai pas eu froid. » Mais là, une fois la conférence terminée, je me suis mis à grelotter. Je suis allée revêtir mon manteau et j'ai fait « Comment j'ai fait? Ça fait 2 heures que je suis au froid. » Et j'ai eu chaud tout le long de la conférence. Ah oui, ouais. C'est et pour moi, ça me dit, okay, tout est juste. C'est ça. Mais c'est vraiment intéressant l'exemple que tu donnes, de dire que tout est placé en fait. Et tout est là pour répondre à ce qu'on a besoin dans le moment présent quand il y a cet alignement-là. Et si on pouvait arriver dans notre vie à pouvoir vivre tous les événements dans cet alignement-là, nos vies seraient absolument géniales. Oui, c'est vrai. Absolument géniales. La problématique, c'est qu'on n'a pas appris à maintenir ça dans toutes les sphères de notre vie. Là, je raconte cet exemple-là et je vois déjà des gens dire « Ah, wow, sa vie... Oui, c'est ça. Oh là là, non, elle n'est pas croire. J'ai aussi des difficultés où je patauge, où il y a de la souffrance et où j'arrive pas à avoir cet état de connexion-là. Oui. Parce que j'ai mes blessures, parce que j'ai mon humanité, parce que, c'est ce que je suis venue expérimenter aussi. Mais quand je vis une situation de connexion et de centration comme ça, je me dis, comment je peux arriver à développer davantage ça pour essayer d'étendre cette façon de vivre les événements à d'autres situations de ma vie. Alors, il y a quelque chose, quand tu dis ça, tu vois, je me dis, mais est-ce que quelque part, quand on vit ces événements, de se sentir complètement à sa place, puis peut-être vous l'aurez vécu, vous aussi, ça peut être, j'en sais rien, ne serait-ce que d'aller nager, on se sent à sa place, de faire la cuisine, ça peut être vraiment, on n'est pas obligé d'être en connexion spirituelle. Non, mais même quand on fait par exemple de la musique ou qu'on fait du dessin, de la danse, il y a des fois où on arrive à avoir... Comme un état de grâce, c'est peut-être un peu fort, mais un état de connexion. Je pense que de grâce même peut être un mot juste. Mais est-ce que justement ces états-là, ça serait pas pour nous dire, là vous êtes en connexion complète avec l'être que vous êtes, à la fois l'être incarné, l'être de l'âme et puis l'être spirituel que l'on est en globalité en fait. Ça me vient là tout de suite, j'ai jamais vraiment pensé avant, mais de dire toutes nos dimensions d'être sont connectées et là on peut agir avec une grâce, une évidence, un bien-être. Et je pense que oui, ces petits moments-là qui peuvent être brefs, par exemple, on peut atteindre une connexion comme celle-là en regardant un coucher de soleil ou en sentant une fleur. On dirait que c'est toutes les pores de notre corps qui ressent ou qui vibre à la senteur de cette fleur-là ou à la beauté du coucher de soleil. Ces moments-là, je pense qu'ils viennent nous apprendre que c'est possible d'être dans un corps physique et d'avoir cette connexion-là. Maintenant, la grande question, c'est de comment on peut arriver à étendre cette connexion-là pour la vivre dans des situations qui sont plus complexes. Oui, mais alors je sais pas si j'insiste ou pas, mais c'est vrai que je me dis vraiment là tout de suite,
que peut-être que nous devons apprendre à nous connecter à notre être spirituel en plus de notre être incarné, donc de la matière. Et quelque part, c'est dans ces moments-là qu'on va réussir à avoir cette grâce-là. Oui. Parce que, en discutant, merci, parce qu'en discutant avec toi, je me dis oui, mais alors au quotidien, on est plus l'être incarné, la matière, et on est coupé de l'être spirituel. Oui. Et puis il y a des gens qui me disent ah, non, mais moi je prie, je médite. Oui, dans ce cas, vous devenez l'être, l'âme, mais vous vous déconnectez de l'être incarné. Oui. Donc c'est pas encore ça. C'est vraiment d'être dans l'unification de toutes ces dimensions. Tout à fait, et je pense que on est vraiment scindés. On voit notre vie. Nous sommes une profession 8 heures par jour. Nous sommes mère 4-5 heures par jour. Nous sommes une conjointe une couple d'heures par jour. Et nous sommes un être spirituel 10-15 minutes par jour. Mais l'idée, si on est réellement un être spirituel, c'est d'être un être spirituel quand on est mère, quand on est au travail, quand on est... Et c'est ça la question que j'ai, mais comment arriver à garder cette connexion-là, particulièrement quand on est submergé par une émotion, par une colère, par une préoccupation, parce que ces émotions-là ou les préoccupations nous déconnectent. Parce qu'on retourne dans la tête, on délaisse la portion spiritualité. C'est un entraînement, mais je pense que c'est un entraînement qui est possible. Oui. Et d'ailleurs, alors je crois que c'est le Dalai Lama qui a dit, je n'ai pas la phrase exacte, mais l'idée, c'est que à chaque chose que tu fais, vis-le comme un bonheur. Tu passes l'aspirateur. Je n'aime pas passer l'aspirateur, je le dis. Tu passes l'aspirateur, passe-le comme un bonheur. Je sais pas, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, passe-le comme un bonheur, vis-le dans la plénitude, quelque part. Oui, puis moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire quand j'ai une tâche qui ne me plaît pas. J'essaie toujours de me raccrocher soit au bonheur que j'aurai quand elle sera terminée, mais pour me motiver à me dire, voici quand, par exemple, l'aspirateur sera passé, ça sera joli, ça sera rangé, ça sera beau, ça sentira bon, bon, peu importe. J'essaie toujours de voir le beau et le bon dans la tâche pour rester justement dans cette portion de bonheur-là, parce qu'on a tous des choses qui nous plaisent moins, c'est tout à fait humain. Mais un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a aidée à cheminer de ce côté-là, et elle me disait, tu sais, si tu as de la vaisselle à faire, c'est parce que tu as eu le bonheur de manger. Mais oui. Si tu as la balayeuse à passer, c'est parce que tu as le bonheur d'avoir un toit. Et je sais, wow. C'est vrai, ça. Ça m'en met les pieds sur terre. Mais voilà. Mais en même temps, ça ramène tout simplement à bénir ce qu'on a. La vaisselle, effectivement, c'est une tâche, j'apprécie pas particulièrement faire la vaisselle, mais effectivement, quand on la fait et qu'on se dit, j'ai eu le bonheur de manger, non seulement de manger, mais en plus de manger quelque chose qui me plaisait, parce que je pense que ça aussi, c'est un luxe, c'est un cadeau, c'est un privilège. Je veux dire, au moins, j'apprécie de faire la vaisselle à ce moment-là parce que il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas mangé. Oui, et vraiment, en ayant cette pensée, je m'imagine très bien, moi j'adore faire la vaisselle, mais j'imagine très bien la manière que l'on peut avoir, finalement, la manière d'être que l'on peut avoir. Oui, et de se dire, pour toutes les tâches, si j'ai de la lessive à faire, c'est parce que j'ai le bonheur d'avoir des vêtements que je peux porter. Il y a des gens qui n'en ont pas. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, quelque part, de revenir à la simplicité, finalement. Oui. Alors, ça fait un petit moment déjà qu'on est ensemble, et puis ça passe bien vite. Et si je t'ai proposé de faire une interview, que je savais que tu venais, on avait prévu de se voir, et puis je suis allée voir ta conférence jeudi dernier, donc
Mourir l'âme en paix, c'est ça? Oui. Et du coup, en écoutant cette conférence, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà, c'est le moment pour moi de reprendre les interviews. Il faut absolument que je le propose. Et puis, bon, dans ta spontanéité, je t'ai proposé ça en plus entre deux où tu faisais des dédicaces. Il y avait du monde, c'était pas évident. Et tout de suite, tu m'as dit, ah oui, oui, génial, on le fait. Donc, voilà. Donc, ces conférences, elles sont en lien avec le dernier livre que tu as publié, qui est Mourir l'âme en paix. Oui. Hein? Et est-ce que tu peux nous parler en résumé de la conférence, quelque part? En fait, j'ai écrit ce livre-là, c'est mon tout dernier. Ça fait quand même une quinzaine d'années que j'œuvre dans le milieu, que je rencontre des gens qui se questionnent sur la mort, principalement. Et une préoccupation que j'avais en tant que juriste, c'était en lien avec la question de suicide assisté. On débat beaucoup. Je sais que vous avez le même questionnement ici en France, mais au Québec, on a longuement débattu la question. Et l'an dernier, nous avons adopté une loi qui entre en vigueur cette année à la fin du mois de décembre. Donc, pendant tous ces échanges et ces débats et ce questionnement qu'on a eu au Québec, pour moi, m'apparaissait une évidence quant à la mort et à ces grandes questions-là, c'est qu'on ne se posait pas la bonne question. On ne se demande pas qu'est-ce que c'est la mort avant de se doter d'un système où on pourra choisir la mort si on en a envie. Et pour moi, en tant que juriste, c'est un non-sens parce qu'on ne peut pas faire un choix éclairé au sujet de notre propre mort si on ne sait pas d'abord et avant tout qu'est-ce que c'est la mort, mais pas simplement la mort dans un point de vue physique, mais la mort dans sa globalité. Ce que j'en comprends des recherches que je fais depuis un bon moment, c'est que la mort, c'est un passage spirituel, c'est un passage énergétique et c'est aussi quelque chose qui se vit au niveau physique. Donc, exactement comme nous, la mort a un côté spirituel, un côté énergétique et un côté physique. Dans notre société, on se préoccupe seulement du côté physique et on essaie de trouver des solutions à la fin de l'incarnation pour mieux la vivre, seulement dans un point de vue physique. Et ça, pour moi, c'était une source d'irritation, je dirais, parce que je me disais, mais on n'y arrivera jamais à trouver une solution si on tient compte seulement du point de vue physique. Alors, j'ai voulu écrire ce livre-là, non pas pour imposer des réponses, mais pour susciter la réflexion. Donc, c'est vraiment un livre où je lance des idées. Je fais intervenir une douzaine de personnes dans le livre qui ont, elles aussi, leur manière de voir la mort, qui peut, à la limite, être complètement différente de la mienne. Et c'est pour ça que je les ai fait intervenir, pour que le lecteur ait en sa possession différents angles. C'est ce que j'ai bien aimé aussi à la conférence, c'est que tu amènes les personnes qui viennent t'écouter à se questionner et à chercher des réponses en elles. Et puis, quand on écoute les réponses de chacun, on voit bien qu'il y a des différences. Vraiment, ce qui m'a intéressée, puisqu'elle est diamétralement opposée à ma réponse, par exemple, comment ce serait de bien mourir. Enfin, je ne me rappelle plus de la réponse exactement, la question. Mais il y a une personne qui dit mourir dans son sommeil. Et moi, ça m'a fait une angoisse. Tout à fait. Et j'ai dit mourir en pleine conscience. Voilà, parce que pour moi, c'est voilà. Mais peu importe. C'est tout à fait acceptable que pour la personne, ça soit mourir dans son sommeil. Ok. Bon, après, tu as expliqué les différences que ça provoque ensuite. Mais là, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes et on a tous des réponses tout à fait différentes. Oui, et comme on méconnaît la mort dans notre
notre société, on s'en fait une vision idyllique. Mhm. Donc, mourir dans le sommeil fait partie d'une des visions idylliques qu'on veut parce qu'on associe souvent la mort à la souffrance. Alors, la mort dans le sommeil nous paraît mais totalement la meilleure mort, Oui, oui. puisqu'il n'y a pas de sommeil, on n'a rien vu passer et hop, on est C'est rendu la plénitude. Oui, Ouais, voilà. c'est ça. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. Et, et c'est ça qui est intéressant d'aller comprendre la mort dans ses fondements, parce que ça nous donne une vision globale et ça nous permet de voir que peut-être la mort dans le sommeil, c'est pas si idyllique que ça. Mhm. Maintenant, la personne, une fois qu'elle a l'information, elle peut tout de même dire, garder sa Bien position, dire non, moi j'insiste, c'est vraiment de cette manière-là que j'aimerais partir. Mais moi, ce qui est plus important pour moi de dire, c'est comprenons la mort dans son ensemble et après, on pourra voir si notre manière de percevoir la mort actuellement demeure. Ça se pourrait qu'elle change, Mhm. comme ça se pourrait qu'elle reste la même. Donc, le livre, j'ai vraiment voulu que ce soit une question de réflexion. Alors, ce que je fais, c'est que dans chaque chapitre, je pose des questions au début Oui. pour que les gens, avant même d'avoir lu le chapitre, répondent D'accord. de façon spontanée. Et à la fin du chapitre, je repose les mêmes questions Pour voir pour si voir ça évolue. si la Un peu comme tu réflexion- fais dans la conférence Oui, d'ailleurs. Hein. voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que bien connaître la mort permet de mieux vivre la vie? Mais tout à fait, parce que la mort fait partie de la vie et à chaque jour, nous sommes confrontés à vivre des transformations. Parce que la vie, c'est un mouvement de transformation. On vient sur la Terre pour transformer notre vision d'abord de nous-mêmes, notre vision de la vie et les expériences dans lesquelles on est baigné nous amènent vers cette transformation-là. Donc, la mort, c'est l'ultime transformation qui nous fait passer d'un plan physique à un plan immatériel. Mais c'est juste une transformation de plus. Oui. Donc, si on apprend déjà dans le quotidien à bien se transformer, à accepter l'expérience de transformation sans résistance et à la vivre pleinement, et quand on sera rendu dans l'ultime transformation, qui est la mort, eh bien, on n'aura pas de soucis, on n'aura pas de crainte, on n'aura pas d'angoisse, puisqu'on se sera pratiqué des dizaines et des dizaines de fois. Et puis, moi, j'aimerais voir aussi les choses à l'inverse, c'est-à-dire si on vit la mort, alors je préciserai pourquoi je le dis comme ça, si on vit la mort, alors la vie, on va la vivre d'une autre manière, parce que, par exemple, pour les expériences de mort provisoire, je pensais à ça, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a certaines méthodes, et puis même j'ai vu un reportage en Corée, il y a des entreprises qui organisent des séminaires pour permettre aux personnes de travailler sur elles-mêmes, où ils vivent leur propre mort. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ils vont même, donc ils écrivent leur testament, ils vont même jusqu'à être mis dans un cercueil et le cercueil fermé pour vraiment vivre une mort quelque part. Hein. C'est une mort symbolique, on est bien d'accord, mais ça provoque des prises de conscience très fortes qui permettent de voir la vie d'une autre manière. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, je pense que peu importe le moyen qu'on prendra pour arriver à mettre en place des comportements qui nous aident à mieux se détacher, à mieux lâcher prise, à mieux accepter, nous sommes exactement dans l'alignement du processus de la mort, mais nous sommes exactement dans l'alignement de la vie. Oui. Et nous sommes aussi dans l'alignement de la naissance, parce que la naissance nous amène aussi à accepter, à se transformer et à vivre pleinement l'expérience qui nous est présentée. Donc, qu'on parle de naissance, de mort ou d'incarnation, tout ça fait partie de la vie. Et suit les mêmes règles que la vie, c'est-à-dire un mouvement d'évolution et de transformation.
Donc, plus on sera en contact avec les peurs, les résistances qu'on a. Et l'exercice dont tu parlais, où on fait mourir les gens, c'est pour leur permettre de voir les attachements et les croyances qu'ils ont au sujet de la mort et d'aller dénouer déjà ces attachements-là. C'est vraiment quand on se met dans le bain de mourir qu'on réalise que je ne reverrai plus jamais mes proches. Je ne referai plus jamais de vélo alors que j'ai besoin d'en faire à tous les jours. Je ne mangerai plus de gâteau au chocolat. Bon, ça peut paraître banal ce que je dis, mais c'est ce à quoi la mort nous amène, à renoncer à plein de plaisirs, à plein de choses qui nous nourrissent au quotidien. Donc, plus on est conscient de ces attachements-là, plus quand on vit l'expérience, on la vit après ça différemment. Si on a déjà fait l'exercice de dire « je ne mangerai plus jamais de gâteau au chocolat si je mourrais aujourd'hui », mais la prochaine fois que je vais manger un gâteau au chocolat, je vais le manger différemment. Je vais le manger en me disant... Plus en conscience. Mais oui, si c'est le dernier que je mange, eh bien, je vais le savourer jusqu'à la fin. Alors qu'avant, je pouvais m'empiffrer avec le gâteau au chocolat et pas aller dans la dégustation profonde. Mais on peut faire la même chose avec toutes les expériences. Bien sûr. Si c'est la dernière fois que je te vois, Sorine, eh bien, je vais profiter de ce moment-là et je vais le savourer jusqu'à la fin. Bien sûr, avec une plus grande profondeur et une plus grande présence. Voilà. Aussi, évidemment. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Déjà, les conférences, il y a en psychothérapie, on travaille sur des exercices, par exemple, soit rédiger son testament, écrire son épitaphe aussi, c'est quelque chose de très... oui, ou même... très bien. Je travaille, quand je fais un atelier qui est en lien avec le livre Mourir l'âme en paix. Et dans l'atelier, j'amène comme exercice des directives de fin de vie. Donc, qu'est-ce que je souhaite avoir quand je serai rendue qu'est-ce que je souhaite vivre quand je serai rendue à la fin de mes jours? Qu'est-ce que je souhaite vivre en termes de soins physiques? Quels sont les aliments, par exemple, qui me réconforteraient? Quelle est la musique qui me réconforterait? Et donc, on passe toutes les sphères dans les directives de fin de vie, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Dans la période du avant, du pendant la mort et de l'après. Donc, cette réflexion-là nous amène vraiment loin dans... Qu'est-ce que j'aime au fond? Qu'est-ce qui me fait du bien? Mais ce n'est pas seulement en fin de vie, mais c'est aussi de se servir de ces informations-là pour conscientiser que quand je vis un défi, j'ai les mêmes besoins. Alors, si je sais quels sont ces besoins-là, j'aurai plus de facilité à les exprimer à mon entourage. Donc, beaucoup plus de facilité ou d'accompagnement dans ce défi-là. Mais c'est vraiment fort, quelque part, quand ce titre « Mourir l'âme en paix », à la fois c'est la mort terrestre, mais c'est la mort à chaque chose. Par exemple, ça peut être une séparation, c'est comme une mort aussi. On doit quitter quelque chose. Donc, c'est comment enfin, il me semble que pour moi, ton discours, il va bien plus loin que la simple mort physique. Tout à fait. Et finalement, l'idée qu'on a de mourir l'âme en paix, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu magique. On pense qu'on meurt et la paix de l'univers nous tombe dessus et que ça s'installe automatiquement. Mais la mort étant une partie intégrante de la vie, on peut se dire que si je ne suis pas en paix ici maintenant, si je mourrais, je ne serais pas plus en paix ici maintenant. Ce qui va faire que je vais être en paix, c'est parce que je vais transformer les limitations, les croyances, les blessures qui m'empêchent d'être en paix ici maintenant. Et c'est pour ça que c'est important de faire des exercices comme tu le proposais pour voir où sont les limitations, les attachements et les croyances. Parce que normalement, on les vit inconsciemment, sans jamais s'arrêter, sans jamais se dire
Ah ben oui, c'est vrai, j'ai posé tel geste de façon automatique, sans même me poser de questions, mais pourquoi je répète ce geste-là? Quelle est la croyance ou la pensée qui fait que je suis toujours dans cette répétition-là? Alors, dans le titre Mourir lamenté, il y a le mot âme. Je trouve que c'est un mot qui est important de définir. Ta définition, bien sûr. On a tous chacun une définition différente. Mais j'aimerais bien que tu nous fasses partager, pour toi, qu'est-ce que ça signifie le mot âme? Oui, c'est certain que dans notre société, le mot âme, il est galvaudé. On a énormément de définitions d'une personne à l'autre. Moi, j'ai essayé de me faire ma propre idée, la façon dont j'arrive à concevoir notre être. Il serait divisé en 3 grandes parties. L'esprit qui est la partie ultime, le soi, comme on pourrait peut-être le définir du côté psychologique. Donc, l'esprit qui est intangible, qui est notre essence, notre nature profonde. Donc, dans une vibration très, très élevée. Et la personnalité qui représente la portion incarnée, la portion terrestre. Entre les deux, nous avons besoin d'un lien pour unifier tout ça, c'est l'âme. L'âme qui fait le pont, qui nous permet d'accéder à notre esprit. D'ailleurs, quand les grands maîtres arrivent en état méditatif, et ils dépassent le contact avec l'âme pour aller accéder à l'esprit, mais par l'intermédiaire de l'âme. Donc, notre âme, c'est vraiment le messager ou le pont entre notre nature profonde et notre humanité. Alors, je voudrais te soumettre une chose qui me vient à l'esprit parce que souvent, quand je suis en consultation, je dis aux personnes, donc je parle à vous, votre personne, je parle à votre être intérieur. Il y a encore une autre personne dans la personne. Oui. L'être intérieur, pour moi, c'est la personne en devenir, c'est son potentiel, mais c'est pas sa personnalité actuelle. C'est son potentiel. Okay? Et puis, il y a l'âme, et puis l'être spirituel, tu l'appelles l'esprit, bon, peu importe. Ou la grande âme et la petite âme, ça dépend des gens. Et ça m'arrive de dire aux personnes, là je suis en train de parler avec votre âme, je suis en train de parler avec votre personnalité, avec votre... Pour les personnes qui sont en consultation, c'est parfois un concept un peu complexe de dire, attendez, non mais mon âme c'est moi, voilà. Donc j'aimerais qu'on aille un peu voir, mon âme c'est moi, hein. Et il m'est arrivé un cas, ça m'est arrivé à 2 reprises, j'aimerais bien t'en parler peut-être avec ton éclairage, c'est-à-dire que c'était dans une incarnation où une âme n'avait pas vraiment souhaité s'incarner. Enfin, souhaité, oui, mais c'était plutôt ses guides d'incarnation qui l'avaient incité à venir. Et ce qui fait que la personnalité, elle, avait envie d'une certaine réussite, hein, et l'âme empêchait cette réussite. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord faire une association entre une réconciliation entre la personnalité et l'âme pour que la personnalité puisse évoluer. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou que tu as pu déjà rencontrer. En fait, pour répondre à ça, il faut comprendre le processus d'incarnation. Je vais prendre une analogie pour arriver à comprendre le processus d'incarnation. Moi, je vois ça exactement comme quand on a des travaux de rénovation à faire chez soi. On est assis dans notre salon et là, on visualise qu'on voudrait faire tomber le mur qui sépare le salon de la salle à dîner, ça sera plus lumineux. Et donc, on voit déjà le potentiel que la rénovation va apporter à l'endroit. On est dans la joie, dans la création, dans l'idée que ce mur-là va, une fois enlevé, apportera plus de lumière. Alors, on entreprend les travaux de rénovation et on se dit, bon, une journée faire tomber le mur, une journée repeindre, le ménage, 3 jours, c'est terminé, la vie est belle et on aura un endroit plus lumineux. Alors, on met tout ça en branle et là, on s'aperçoit que déjà, juste
courir les matériaux, etc. Bon, ça prend plus d'une journée. Et là, finalement, on se rend compte que c'est pas 3 jours, mais peut-être 3 mois de travaux qu'on aura, j'exagère, là, mais bon. Et une fois dans les travaux, on perd de vue la beauté, la lumière, l'image qu'on a eue au départ pour voir les petits soucis, les embûches, les inconvénients qu'on a en cours de route. Et là vient un moment où on se dit, mais dans quoi je me suis embarquée? J'aurais mieux fait de rester confortablement assis sur mon sofa et de continuer de zapper la télé. J'étais confortable et j'avais pas de soucis. Pourquoi j'ai entrepris ça? Mm-hmm. Eh bien, je fais exactement le même parallèle avec l'incarnation. Lorsqu'on décide de s'incarner et qu'on est à un niveau mais supérieur, on est dans la joie pure de cette incarnation-là. Oui. On voit le beau et le bon, la lumière qu'on va aller expanser à travers cette incarnation et on est content de réaliser cette incarnation-là. En cours de descente, cette joie-là s'atténue par les soucis, les peurs, les doutes, le manque de confiance et qui s'installent inévitablement par la pression des cordances qu'on revêt pour arriver jusqu'à la Terre, mais aussi par le fait qu'on perd de vue notre objectif de départ, la joie et l'expansion qu'on cherche dans cette incarnation-là. Donc, par rapport à la question que tu poses, quand tu reçois que l'âme ne souhaitait pas s'incarner, il faut seulement aller voir à quel niveau elle est restée collée dans l'expérience. D'accord. Parce qu'il y a inévitablement un niveau supérieur où elle a éprouvé de la joie. Tout à fait. Aucune âme n'arrive sur la Terre sans avoir consenti et sans avoir ce sentiment-là d'être prête à faire l'incarnation. Mais à un moment donné, il arrive effectivement qu'en cours de descente, on n'ait plus trop envie de descendre parce qu'on voit l'ampleur des travaux de rénovation. Et là, les guides interviennent pour dire oui, il faut que tu y ailles. Le processus est enclenché et là, vas-y, c'est nécessaire d'y aller. Donc, il faut comme amener l'être à recontacter à un niveau supérieur cette joie-là de l'incarnation parce qu'il y en a eu une quelque part. Sinon, on ne serait pas là. D'accord. Moi, j'ai déjà vu, mais comme tu dis, du coup, ça me donne une autre perception. Des êtres qui... Enfin, quand je dis on souhaite notre incarnation, c'est toujours qu'on a choisi, oui, mais parfois on peut la choisir dans un choix restreint. Oui. Choisir, oui, mais quand mon choix, c'est trois vies qui se ressemblent, le choix, il est limitatif. Donc, mais c'est parce que déjà, à ce moment-là, au moment d'effectuer ce choix-là, on n'est plus dans la même vibration. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de plus élevé qui vient avant. D'accord. Okay. Il y a un appel qui vient avant, qui contient la joie de s'incarner. Mais là, déjà, quand on est dans « j'ai 3 choix, puis bon, c'est du pareil au même », on a déjà descendu. On a déjà commencé à perdre l'essence. Donc, si j'ai bien compris, tu dirais que on a un processus d'incarnation qui nous appelle, qui va nous faire commencer à arriver dans certaines corps, comment tu dis, des corps. Oui. Et à un moment, le moment de choix de vie, il n'est pas à ce niveau plus élevé, il est un tout petit peu plus bas. De choix de vie, c'est-à-dire de quel type de vie je parle, pas de choix d'incarnation. Mais en fait, ce que je dis, c'est que l'élan créateur, c'est le premier moteur. Mais vient ensuite la phase de planification qui peut être au même niveau vibratoire dans les plans célestes, mais qui déjà, par le fait de commencer à des questions techniques, nous ramène à une réalité.
qu'est-ce que je dois aller faire. Exemple, on revient aux travaux de rénovation. Je peux avoir la joie de rénover ma salle de bain, mais de voir que dans les faits, je ne peux pas faire la salle de bain de mes rêves qui va mesurer 100 mètres carrés parce que j'ai un tout petit appartement et que je serai limitée à 10 mètres carrés. Oui. Okay? Déjà là, on vient d'affecter la joie créatrice parce qu'on a un contexte, un cadre limitatif dans lequel il faut œuvrer. Et c'est un peu ça l'incarnation, c'est-à-dire c'est un peu ça que les maîtres d'incarnation et nos guides nous aident à recadrer pour qu'on puisse évoluer. Parce que chaque incarnation a un sens, a une direction et nous amène à faire quelque chose de précis dans notre évolution. On n'est pas laissé totalement libre, vacant, de faire tout ce qui nous plaît sans aucun sens. Il y a une direction qui est donnée à chacune des incarnations et cette direction-là, parfois, peut sembler, du point de vue de l'âme, imposée par les maîtres d'incarnation, un peu comme à l'école, quand on s'inscrit à un programme de formation, le fameux cours de base qu'il faut faire pour, je regarde ma formation de notaire, la première année, il n'y avait rien de rigolo, c'était des cours de base qui étaient un peu vraiment insipides parce qu'ils menaient ensuite à aller perfectionner et là on tombait dans des concepts plus intéressants. Donc c'est la même chose dans les incarnations. Il y a certaines incarnations, je dirais, qui sont de base à quelque chose d'autre qui s'en vient. Mais si dans l'élan c'est quelque chose d'autre qu'il faut d'abord passer par le cadre plus rigide avant. Ben, c'est très éclairant, la manière dont tu l'expliques. Et, alors, on aurait envie que ça dure, de parler encore des heures et des heures, mais le temps passant, nous arrivons à la fin de cette entrevue. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais, un mot qui te vient à l'esprit, ou une chose que tu aimerais dire pour clore cette entrevue? Ben moi, j'aimerais t'entendre, si tu as envie, sur ce que tu penses à propos de l'incarnation et justement de la question que tu me posais. Alors, par rapport à l'incarnation, moi, quand même, je pense que je rejoins assez ce que tu dis. Après, je reste avec un petit doute sur la partie choix d'incarnation et qu'il me semble qu'il y a parfois des âmes qui ont besoin d'être amenées vers l'incarnation pour leur faire vivre quelque chose qui, si elles s'écoutent, resterait dans le plan spirituel beaucoup plus longtemps. Ça m'est arrivé de constater ça, où il y a des âmes qui sont là, non, moi c'est bon, j'ai bien appris dans ma vie précédente, je le dis familièrement, c'est bon, je refais mon bilan de vie, attends, non, pas maintenant, non, je suis bien là, voilà, et qui reste longtemps. Et j'ai constaté que dans ce cas, des guides ou des maîtres d'incarnation, comme tu peux dire, vont venir pour convaincre, si on peut dire, ou même insister très clairement de dire que non, maintenant, il faut y aller. Il y a effectivement des situations où quand il faut y aller, il faut y aller. C'est ça, donc là, c'est à la fois... alors, peut-être je te rejoindrai en disant que c'est le besoin de l'âme sans qu'elle en ait la conscience. J'utilise des mots incarnés. Mais c'est tout à fait juste. C'est exactement comme un parent face à son enfant vient le temps de dire c'est le temps maintenant de quitter ta période de jeu pour aller dormir. Parce que demain... puis il a envie de jouer. Voilà. Donc, oui, vient un temps, mais au moment où les choses se produisent, il y a effectivement aussi les maîtres d'incarnation sentent que la volonté de l'âme, elle est là. Et c'est le bien de l'âme qui est vu. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des contextes énergétiques qui se produisent sur la Terre qui sont propices
Qui vont appeler l'âme quelque part. C'est ça. À un certain moment donné, c'est le temps d'y aller pour aller chercher un maximum d'outils. Donc, on peut pousser en bas du nid pour dire, bon, c'est le temps, le train passe, il faut que tu y ailles maintenant. Même si tu n'es pas tout à fait prêt, c'est le temps que tu y ailles maintenant. Mais derrière tout ça, je continue de dire que l'âme qui ne serait mais vraiment pas en accord, vraiment pas prête, n'ira pas. C'est-à-dire que elle peut même aller jusqu'à entreprendre une incarnation, commencer la descente parce qu'on l'a poussée un peu en bas du nid, et si elle se sent pas prête, elle va rebrousser chemin en cours de route. Oui, ça j'ai rencontré aussi, ou même des incarnations qui sont très courtes, parce que finalement c'est pas possible, pour cette raison, et puis pour d'autres raisons, simplement une âme doit vivre une innocence et puis s'arrêter là. Oui. Alors, du coup, bon, tu vois, ça donne encore envie de continuer. Allez, une dernière question. Ce sera ma dernière. Restons solides. Ce sera ma dernière. En fait, souvent, on me pose cette question, mais alors, à quoi bon? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on vient? À quoi bon se lever chaque jour? À quoi? Quel est le sens de la vie? Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision? Oui. C'est ma vision aujourd'hui, on est le 12 octobre aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. 12 octobre 2015, donc une vision en évolution, on en convient, et non pas une réponse avec la vérité avec un grand V, parce que c'est une vaste question. Mais pour moi, le sens de la vie, il est d'apprendre à se connaître, à découvrir qui on est en conscience, qu'est-ce qu'on porte comme force, comme lumière, et ce, dans la paix, la joie, l'amour et l'harmonie. Toutes les expériences de vie qui nous sont présentées, même les plus difficiles, sont orientées vers qu'est-ce que tu apprends sur toi, qu'est-ce que tu découvres à travers cette expérience-là, comme force, comme potentialité, et même comme zone d'ombre, comme croyance. Et plus on apprend à s'observer, plus on se libère de ce qui nous crée des limitations, de ce qui nous éloigne de notre essence, et plus on devient, on est amené à faire des choix conscients. Donc, le sens de la vie, c'est de délaisser, à mon avis, l'inconscience dans laquelle on vit de façon générale pour devenir conscient. D'apprendre à délaisser la survie, parce que pour moi, tant qu'on est en inconscience, on est en survie, pour apprendre à vivre pleinement chaque moment dans la paix, l'amour, la joie. Merci pour cette réponse, Sylvie, et puis merci pour cette entrevue. Tu seras encore là jusqu'à fin novembre, c'est ça, pour des conférences dans toute la France. Dans toute la France. Je serai aussi une semaine en Suisse en novembre, mais principalement en France. On pourrait dire que tu viens chaque année à peu près à cette période, en automne? Oui, en automne, je viens chaque année, et j'aimerais aussi venir au printemps. Ben oui, découvrir le printemps. Écoute, tu seras la bienvenue, et pourquoi pas organiser une conférence ensemble, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup aussi. Et puis aussi de refaire une interview, parce que, écoute, ça fait bientôt 1h45 qu'on est ensemble, et je me dis, mince, on n'a rien dit, on a encore plein de choses à dire. Donc, merci à tous pour votre écoute, et merci Sylvie. Et merci à toi aussi, Sorine, et j'aurai grand plaisir à te revoir. Super.